Donc, du coup, l'idée, c'était de revenir un peu sur les questions liées au numérique, à l'écologie du numérique. Alors, bon, j'ai fait un PowerPoint un peu trop long, sans doute, mais ça donne quand même quelques idées. Juste pour situer un tout petit peu, donc j'ai fait une étude sur les déchets électroniques vers 2005, par là. Une autre sur le numérique et l'écologie vers 2008-2009, ce qui avait donné lieu à un premier bouquin. Et là, je suis en train de faire une mise à jour, une grosse mise à jour, et qui est très largement achevée. Et le PowerPoint est assez largement lié à ça. Et bon, le sujet est assez enfin sur le devant de la scène, après avoir été n'avoir suscité aucun intérêt pendant des années et des années. Le numérique, c'était plutôt la solution que le problème, hein, y compris dans les milieux d'écologie. Je donne juste un exemple parmi beaucoup que je pourrais citer, mais il y a à peu près un an ou deux, Yannick Jadot, à qui je disais que le numérique posait quand même quelques problèmes, m'a répondu directement que le numérique, ce n'était pas un problème et que l'empreinte écologique du numérique allait disparaître rapidement et que ça serait très utile pour les autres secteurs. Bon, le tout, évidemment, avec assez peu d'arguments, mais c'est l'image qui est la plus largement diffusée et qui aujourd'hui commence un peu à vaciller, enfin, mais alors qu'on le disait déjà dans l'étude de 2008-2009, hein, que c'est pas comme ça que ça allait tourner et que c'était déjà pas le cas à l'époque, mais il y a cette représentation qui est assez tenace. Donc, en deux parties, d'abord, c'est quoi le numérique, hein, rapidement. Bon, enfin, on pourrait en parler des heures. C'est très, très rapide ce que je vais dire. Et puis après, des questions d'une technopolitique. Qu'est-ce que ce serait une technopolitique à l'ère de l'Anthropocène, qui est le dernier mot un peu à la mode pour dire développement durable, transition écologique, ou toutes ces questions-là qui reviennent toujours un peu au même quand même. Donc le numérique, rapidement, petit retour en arrière. Voilà l'état du réseau il y a 30 ans. En 1992, c'est quand même il n'y a pas très très longtemps, hein. Donc le numérique ne date pas, ce que je disais, ne date pas de 1992, même si là sur le site je le fais démarrer à ce moment-là. C'est le web qui démarre en 1990. Le numérique en tant que tel date plutôt de la Seconde Guerre mondiale. Avec bon, le principe général, c'est d'utiliser des phénomènes électroniques, hein, pour coder des 0 et des 1 qui eux-mêmes permettent de faire du calcul algorithmique. Et après, il suffit en quelque sorte de ramener à peu près tout, des images, du son, toutes sortes de choses à des algorithmes qu'ensuite on fait tourner sur des calculateurs automatiques. Donc, si on avance un petit peu, juste pour voir la différence entre 1992 et aujourd'hui, vous voyez que les réseaux ont considérablement augmenté. Les trafics aussi, évidemment. Donc, entre 92 et 2018, ce qui s'est passé, c'est que de manière relativement différenciée, puisque vous voyez bien que ce n'est pas symétrique, hein, enfin, c'est pas, la répartition des réseaux n'est pas du tout homogène. On voit que l'Europe est très, très bien couverte. Le lien avec les États-Unis est très bien couvert. Le lien avec quelques zones d'Amérique latine aussi. L'Asie est très bien couverte. Et puis, il y a des zones qui sont très peu couvertes. L'Internet en tant que tel, là aussi, j'espère que je ne vais pas trop vite, mais enfin, l'Internet date de 1961 exactement. Donc, un dénommé Leonard Kleinrock, qui a inventé le principe de la commutation par paquet, c'est-à-dire la circulation numérique de l'information par petits morceaux. Donc, l'information, quand elle va, par exemple, de Paris à je ne sais pas où, à Buenos Aires, mettons, une partie de l'information va suivre un chemin, une autre partie de l'information va suivre un autre chemin dans les réseaux pour ensuite être réorganisée à la fin à Buenos Aires. Donc l'idée, c'était de faire un réseau assez résilient. Donc, s'il y a un morceau qui tombe en panne, ça peut toujours passer par un autre morceau. Ce qui n'était pas le cas du téléphone, hein. Le téléphone, quand on coupe la ligne, il n'y a plus de téléphone, ça s'arrête. Alors vous me direz, ça ne se coupait pas souvent. Oui, ça ne se coupait pas souvent, effectivement. Mais quand ça coupait, ça coupait pour de bon.
Après, quand on regarde les usages du numérique, donc le slide suivant, ben, on voit que ça augmente très vite et ça augmente énormément, hein. En gros, c'est ce qu'on peut dire. Ça augmente de 20-30% par an. On ne voit pas tout à fait le côté. Là, c'est le nombre d'usagers d'Internet, c'est 6%. Mais le trafic augmente bien plus vite donc on le voit avec l'exemple des télévisions 4K, là, 27% par an de croissance. Le trafic aussi, c'est de l'ordre de 20 à 30%, jusqu'à 40% sur certaines applications d'augmentation du trafic. Donc, c'est vraiment très, très rapide, hein. C'est très rapide, pourquoi? Ben, slide d'avant, parce que le monde s'équipe. Et d'autre part, vous voyez la taille des tuyaux aussi. Les tuyaux sont de plus en plus grands avec des machines qui moulinent de plus en plus d'algorithmes, tout simplement, hein. Donc, c'est assez facile à comprendre. Une image, c'est un algorithme. Un fichier vidéo, c'est un algorithme. Enfin, dans le monde numérique, tout est algorithme. Quand on regarde les usages dominants plutôt côté consommateur, et il faut se rappeler, dans les années 2000, quand il était question de nouvelles économies, nouvelles technologies de l'information et de la communication, enfin toutes ces choses-là relatives au numérique, l'événement marquant, ça a été la fusion Time Warner AOL, AOL qui était un petit fournisseur Internet avec quelques millions d'abonnés, et Time Warner qui était le gros conglomérat de fournisseurs de services audiovisuels type Disney, quoi, hein, peut-être plus connu que Time Warner. Et l'idée, c'était que l'Internet, ça serait un nouveau canal audiovisuel. Et on parlait de fusion informatique, télécom, audiovisuel. Alors, c'est vrai si on regarde ce slide-là. C'est-à-dire qu'on voit que la bataille des canaux et des écrans et des programmes, en fait, effectivement, a beaucoup augmenté. On a des fournisseurs, YouTube, Netflix. Hein, dernièrement, Disney a créé sa société, son réseau de distribution, pardon, je vais y arriver. Apple a créé son réseau de distribution, et comme Apple a déjà les terminaux ou le réseau de terminaux et le réseau de distribution avec Apple Play, ils veulent se lancer sur les contenus comme Netflix. Donc cette idée qu'il faut contrôler à la fois les contenus, les tuyaux et les terminaux pour contrôler le marché, qui date de la fusion AOL Time Warner, elle reste d'actualité, sauf qu'elle s'est considérablement diversifiée. C'est vrai qu'il y a énormément de réseaux. Il y a énormément alors, un peu moins de types de terminaux, mais quand même, quand on regarde le nombre de marques qui existent sur un smartphone, c'est quand même très, très élevé. Le nombre d'opérateurs télécoms est important aussi. Donc, il y a une grande concurrence, on pourrait dire, dans ces différents domaines. Mais cette grande, alors vous voyez que Netflix, c'est 15% quand même du trafic global Internet. YouTube, c'est 12% du trafic global Internet. En gros, la vidéo, c'est 80% du trafic Internet global. C'est le chiffre qui circule actuellement et qui est donc très important. Donc, l'Internet, c'est plus l'accès au texte comme on pensait au début, hein, c'est bien l'accès à l'audiovisuel. Mais ceci dit, ce n'est qu'un petit aspect de la question. On pourrait se dire, ah ouais, 80%, donc c'est l'audiovisuel, donc le rapport Noramin que dans les années 78 avait raison. Ben oui, mais non, pas vraiment. Pourquoi? Parce que quand on regarde ce graphique-là, qui est la valeur de l'écosystème numérique à l'échelle mondiale, vous voyez que les contenus, donc c'est 4300 milliards à l'échelle mondiale, donc c'est absolument colossal. Vous voyez que les contenus représentent de l'ordre de 250 milliards sur 4300. Donc, c'est même pas 10% en fait les contenus, hein. Et donc, si le numérique, c'était juste audiovisuel avec des nouvelles manières de distribuer, ça voudrait dire qu'il y aurait 250 milliards pour les contenus et 4000 milliards de frais de distribution. À l'évidence, ce n'est pas possible. C'est pas du tout ça. Le numérique, ce n'est pas du tout l'audiovisuel et des nouveaux tuyaux. Donc, ce n'est pas AOL Time Warner. Ce n'est pas ce qu'il faut retenir. Ce qu'il faut retenir plutôt, c'est que c'est une troisième révolution industrielle et que, comme disait Wiener déjà, Norbert Wiener déjà en 1949, le numérique, c'est l'information et la commande.
Donc, ça permet aussi de commander la distribution, notamment d'objets, tout simplement, hein. Et ce qui se passe en ce moment, c'est la numérisation de l'industrie. Donc, le numérique est une industrie, même si on peut appeler le numérique un service, on parle plutôt d'industrie de service. Mais comme disait Pierre Vels, l'industrie, c'est un service comme un autre. Et donc, effectivement, le numérique, tout en étant un service, est bel et bien une industrie. On va voir que c'est une industrie plutôt lourde, hein, avec des consommations tout à fait importantes. Alors, la digitalisation de l'économie, c'est un peu trompeur tout ça, hein. La CNUSED a rendu son premier rapport sur l'économie numérique en octobre 2019, parce qu'avant, elle considérait qu'elle n'arrivait pas à se retrouver, elle n'arrivait pas à définir ce que c'était que l'économie numérique. Donc, c'est pour vous dire que c'est quand même compliqué, notamment pour des raisons statistiques. Le numérique est un peu partout dans les catégories statistiques et donc difficile à décompter. Bon, je passe, mais voilà, il y a toutes sortes de difficultés. Vous pouvez voir néanmoins qu'il y a cette idée que le numérique, c'est le pétrole du 21e siècle, et ça se vérifie sur la partie gauche du graphique. La partie gauche du graphique, vous voyez en 2009 les 20 premières compagnies, hein, en termes de capitalisation. En vert, vous avez les technologies du numérique. C'était une petite partie, on va dire peut-être, je ne sais pas si c'est les pourcentages, 16%, si c'est 16%, ça a l'air effectivement d'être 16% de la capitalisation mondiale qui était le numérique, et puis 36%, c'était le pétrole et le gaz. Donc le gros, c'était l'industrie d'extraction de matières premières, et vous voyez qu'en 2018, le pétrole et le gaz, c'est plus que 7%, c'est plus rien. Alors, les services aussi ont bien augmenté, si vous regardez. Mais surtout, c'est le numérique qui rafle la mise, hein, avec 56% de la capitalisation mondiale. L'argent va dans le numérique de manière massive. À tort ou à raison, ça reste en suspens pour le moment. En tout cas, l'argent y va. Vous voyez à droite différents types de plateformes, comme on dit, hein, de numérique. Alors, ça aussi, ça s'explique. Pourquoi est-ce qu'on parle des plateformes digitales dans le domaine du numérique? C'est parce que la spécificité, c'est de vendre un réseau en même temps qu'un bien ou un service, en fait, hein. C'est pour ça qu'il y a une difficulté à saisir le numérique. C'est comme si les vendeurs vendaient la route et la voiture en même temps. Et alors, pourquoi ils sont capables de le faire? Parce que les réseaux existent déjà, en grande partie. Quand le web se met en place, on dit souvent dans le numérique, tout va plus vite. Non, c'est faux. Quand on regarde la vitesse avec laquelle le numérique se diffuse dans l'économie, partant de 1945 jusqu'à aujourd'hui, ça fait quand même 70 ans. Et encore, on peut remonter bien avant, en 1945. 70 ans, c'est un cycle schumpeterien normal. Enfin, ça n'a rien de plus rapide. Ce qu'il y a, c'est que en 1990, à partir des années 90, disons, quand les Amazon et les Alibaba et toutes ces boîtes-là se mettent en place, le réseau filaire existe déjà. La DSL existe qui utilise le réseau filaire, c'est que les routes existent. Donc, il n'y a pas de route à construire. Donc, c'est sûr que c'est moins cher. Et à partir du moment où les routes n'existent pas, il est facile de diffuser des voitures. Donc, ce n'est pas du tout comparable. Enfin, souvent, on compare des choses qui ne sont pas comparables, hein. Je pense en particulier à un rapport du CREDOC, mais un rapport du CREDOC, il reprend des affirmations sans fondement qu'on retrouve dans de nombreux rapports qui font état d'une accélération. Bon, il y a beaucoup, c'est très discutable, cette idée d'accélération est très discutable. Alors, si on avance un petit peu, donc la plateforme, hein, à partir du moment où on dit qu'on vend un réseau, il y a plein de plateformes, il y a plein de réseaux. Donc, c'est des listes très, très longues de réseaux qui servent à plein de choses. Il y a des réseaux qui servent à se repérer dans un réseau, comme Google. Il y a des réseaux qui servent à accéder à des bibliothèques de vidéos, de textes. Bon, voilà, c'est un réseau aussi. Il y a des réseaux qui servent à récolter de l'argent, ça aussi. Donc, il y a tout type de réseau. Donc, comme il y a tout type de réseau, forcément, il y a tout type de plateforme, entre guillemets. Même ce terme n'est pas très, à mon avis, heureux, mais enfin, parce qu'il cache des continuités, en fait, hein, donne l'impression d'une discontinuité trop radicale, en fait, qui cache la dimension de continuité. Donc, j'avance un petit peu pour conclure un peu là-dessus. Alors, pourquoi le numérique
enfin, disons, il paraît est un récit d'autant plus crédible, hein, avec tout un tas de promesses. Hein, vous l'avez en bas à droite. Le numérique, ça va permettre une meilleure agriculture, une meilleure industrie, une société de la connaissance, et plus d'horizontalité, plus de démocratie, etc., etc. Mais parce que ça s'insère très bien dans le discours du progrès que tout le monde connaît, qu'on voit sur la gauche, hein, les vagues de développement technologique. Donc, on a eu la production, l'usage de la maîtrise de la nature au travers de la force de l'eau, puis la force de la vapeur, puis l'électricité, le pétrole, la production fordiste de masse. Et voilà, grâce au numérique, on contrôlerait tout ça, quoi, finalement, puisque c'est de l'information. Et il nous manquerait juste l'information pour contrôler tout. Et donc, on a beaucoup vu dans les questions d'écologie, de transition, développement durable, la mise en avant du numérique plutôt comme solution. Et ce que je vais vous dire, c'est plutôt pas du tout, c'est pas du tout une solution. Enfin, c'est pas du tout. C'est actuellement le type de numérique qui est poussé, ne va pas du tout dans ce sens-là. Alors pour ça, parce que l'avenir, c'est, quand on regarde le discours, c'est la voiture autonome, l'intelligence artificielle, la 5G, la vidéo toujours avec plus de définition, le big data, données massives, etc. Alors regardons un peu les implications écologiques du numérique, maintenant qu'on a, la photo un peu générale de la dynamique du secteur, hein, 4300 milliards, je rappelle. 4300 milliards, donc peut-être vous n'avez pas fait attention, mais je reviens rapidement, hein, Amazon, Alphabet, tout ce qui est Internet en tant que tel, c'est 650 milliards. Tout ce qui est logiciel, 500 milliards. Les terminaux, 1300 milliards. Les équipementiers, dont Cisco, 200 milliards, un peu moins. Puis les opérateurs, 1300 milliards. Voilà, donc tout ça représente l'essentiel de l'économie numérique. Alors, bon, je ne vous redis pas ce que c'est l'écologie, vous le savez. On est sur Terre et la vie n'est présente que là. Ailleurs, il n'y a pas de vie. Ça, c'est quelques petits rappels sur l'écologie. Quand on regarde ensuite, il y a plusieurs facteurs qui sont, disons, déterminants sur le numérique. Je vous ai dit, le numérique, c'est de l'électronique. L'électronique, c'est de l'électricité. Donc, la première consommation, c'est tout bête, mais c'est l'énergie électrique. Hein. Et vous voyez à droite, là, le trafic IP dont je vous parlais. IP, c'est Internet Protocol. Donc, c'est ce qui passe sur Internet. Et vous voyez qu'on est à 26% de croissance par an, ce qui veut dire un doublement tous les un peu plus, enfin, tous les 4-5 ans. On va dire un doublement du trafic tous les 4-5 ans. On est en exabytes par mois. Alors, les exabytes, moi-même, je m'y perds, mais c'est avant le yottabyte. Et après le yottabyte, en fait, il n'y a plus d'unité, tellement que c'est important. Dans l'échelle qui existe, il va falloir inventer des unités. Donc, vous avez le Tera. Au-dessus du Tera, alors je peux en oublier, il doit y avoir le pétabyte, je dois en oublier quelques-unes. Et puis l'hexabyte, et puis le yottabyte. Et le iota, ça serait atteint au rythme actuel dans moins de 30 ans, pour donner une petite idée, quoi. Donc, ça augmente vraiment très, très, très vite. C'est vraiment ce qu'il faut retenir. Alors, donc les réseaux risquent de saturer avec cette augmentation du trafic. Donc, la solution qui est mise en avant, c'est évidemment la 5G. Et la 5G est poussée partout parce que la 5G, s'il n'y a pas la 5G, ça va être difficile de faire de l'intelligence artificielle, de l'Internet des objets, des données massives, du jeu, de la réalité virtuelle, de la voiture autonome et tout ça. Et vous voyez sur les données Cisco à droite, en bas, que le trafic attendu par la 5G est vraiment beaucoup plus important que le trafic par la 4G. Et que c'est une espèce d'autoroute géante en fait, hein, la 5G. Donc, c'est attendu pour toutes les autres applications dans lesquelles il y a énormément d'investissements. Donc, comme tout le monde veut que ces investissements aboutissent à quelque chose, y compris l'État français qui met beaucoup d'argent là-dedans, ils veulent aussi la 5G. Donc, ça, c'est un premier facteur c'est le trafic. Hein. Deuxième facteur de consommation d'énergie, c'est la puissance de calcul. C'est-à-dire que les deux ne sont pas tout à fait la même chose. Hein. C'est-à-dire qu'il peut y avoir beaucoup de trafic sur les réseaux, ou peu de trafic sur les réseaux, mais un simple SMS peut déclencher
la mise en route d'un supercalculateur géant qui va instruire des milliards d'instructions d'algorithmes avec un simple SMS. Hein. Donc, la puissance de calcul à appelée, elle n'est pas forcément en rapport avec, avec le trafic sur le réseau. Et là, ce qu'on voit, c'est un papier de l'industrie des semi-conducteurs 2015, mais c'est les deux coordonnées principales du point de vue de la consommation d'énergie. C'est d'une part, quand vous regardez à droite, hein, le MIPS, c'est une instruction par seconde de calcul algorithmique. Hein. Vous voyez en bleu, c'est l'évolution du calcul algorithmique du process d'information, hein, la tendance. Et puis à droite, vous voyez la consommation d'énergie. Hein. Et donc avec un système de l'époque 2015, l'état du système numérique de 2015, la puissance de calcul transformée en consommation d'énergie. Avec le système de 2015, ça vous donne la courbe, disons, rouge benchmark, là, hein, benchmark système qui monte, vous voyez. Et donc, ça veut dire qu'au rythme actuel, d'après, c'est une pure prévision, hein, c'est pas du tout sûr que ça se réalise, mais vous voyez que sur la tendance, le système énergétique, enfin, le numérique consommerait la totalité de l'énergie mondiale de 2010 avant 2040, avec le système de 2015. Je ne sais pas si vous me suivez. Avec une amélioration du système de 2015, parce que ce qui est remarquable, c'est que dans le domaine du numérique, il y a des gains en efficacité énergétique absolument prodigieux, et donc le discours dominant est, vous voyez bien, à chaque fois qu'on calcule plus, les processeurs sont tellement plus performants qu'il n'y a pas de problème. Si, parce qu'il y a une limite maximale de gain en efficacité énergétique, une limite de physique théorique, et vous voyez sur le graphique de droite la limite de Landauer. Vous voyez où elle se situe. Si vous prolongez la limite de Landauer, là, ça n'a pas été fait, mais enfin, vous êtes à appeler la totalité de l'énergie mondiale avant 2070. Hein, donc, ça ne fait que décaler le problème. Un système très efficace. Alors, les limites théoriques, comme vous savez, en physique, ne sont jamais atteintes. Un système très efficace, il va peut-être s'approcher de la limite de Landauer, mais jamais il va l'atteindre, pour toutes sortes de raisons que je pourrais détailler, mais qu'on n'a pas vraiment le temps. Mais enfin, vous voyez que le gros problème, c'est que d'un côté, il y a toujours plus de calculs et les investissements vont dans toujours beaucoup plus de calculs. Et en face, il y a une limite d'efficacité énergétique qui, à un moment, va faire que tout ça va consommer beaucoup. Alors, quand on regarde les scénarios qui sont faits aujourd'hui, un des plus intéressants dernièrement, c'était le rapport du Shift Project. Bon, je vous passe le détail, c'est un peu compliqué, mais en gros, le Shift Project propose plusieurs scénarios dont on voit, si vous regardez, peut-être le plus facile à voir, c'est la courbe de gauche, les courbes de gauche, plutôt le graphique de gauche. Le cas le pire, c'est le rouge. Donc, vous voyez qu'à gauche, c'est les gaz à effet de serre émis par le numérique. Vous voyez qu'ils sont à pratiquement 8%. On passe c'est un peu petit, hein, mais on passe de 3,5% à peu près de gaz à effet de serre planétaire pour le numérique en 2018-2019. On passe à pratiquement 8% en 2025. C'est le cas le pire. Alors, on pourrait dire que ces hypothèses sont un peu pessimistes et bon, il faudrait discuter dans le détail. Ce n'est pas faux, hein. Mais vous voyez que quand même, c'est extrêmement important. Le meilleur scénario, c'est le violet. Regardez le violet. Le violet, à 2019, en fait, ça augmente jusqu'à 2018-2019, jusqu'à 3 et quelques pourcents des gaz à effet de serre planétaires, et ça se stabilise. Alors, ça se stabilise jusqu'à 2025. En fait, ça se stabilise pratiquement jusqu'à 2030. Mais on ne sait pas du tout, enfin plutôt, ça ne dit rien du tout de après 2030. Or, les problèmes avec les investissements actuels commencent après 2030. Donc, le scénario sobriété qui suppose de ne pas trop développer la 8K, le numérique intensif en calcul graphique et toutes sortes d'hypothèses comme ça qui ne sont pas le scénario de sobriété, ce n'est pas celui qui est à l'ordre du jour, hein, et qui suppose aussi des gains en efficacité relativement importants. Il arrive au mieux à stabiliser les émissions de gaz à effet de serre. Et je vous rappelle que Gartner, en 2007, avait déjà mis en avant que le numérique, c'était déjà 2% des émissions de gaz à effet de serre. Hein. Donc, bon, alors,
chaque fois, chacun dit, bah oui, mais c'est pas grand-chose. Regardez les autres, c'est les autres qui consomment. Hein, c'est pas moi, c'est l'autre. Mais 2%, c'était déjà beaucoup. Et surtout, derrière, il y avait un discours sur le numérique est utile pour la planète. Et on va voir que, en fait, pas vraiment. En tout cas, il y a tout un tas d'applications où ce n'est pas du tout le cas. En France, on a eu un petit rapport qui a été fait en décembre 2019 par le Conseil général de l'économie. Le numérique est à autour de 10% de la consommation nationale. En gros, il n'a pas beaucoup bougé depuis une dizaine d'années. Donc là aussi, la conclusion du rapport, c'est que jusqu'ici, tout va bien, avec un scénario 2030 que vous voyez sur la droite, là, hein, une augmentation des centres de données, séquence de calcul qui croît, pas étonnant. Une augmentation des réseaux, pas étonnant non plus. Une baisse des téléviseurs, parce que les téléviseurs, déjà, ils baissent tout court, hein, les gens en achètent moins. Ça passe beaucoup plus par le smartphone, et puis les téléviseurs consomment moins avec l'éco-conception, on y viendra peut-être après. Et puis, vous voyez les box qui augmentent un petit peu. Ordinateur, tablette, alors tablette, ça reste faible, ça compte presque pas. Ordinateur, tablette qui baisse en grande partie parce qu'on passe à l'ordinateur portable. Alors ça, c'est sous réserve que tout le monde ne s'achète pas un écran d'appoint, hein, ce qui est quand même de plus en plus le cas. Parce que si on achète un écran d'appoint pour son ordinateur portable, c'est pire qu'un ordinateur fixe. Hein. Donc, il y a des hypothèses derrière tout ça. Hein. Et puis donc le smartphone qui reste relativement faible parce qu'ici, on compte ce que consomme le smartphone en tant que tel. On compte ce que consomment les recharges de smartphone quand on le branche sur le réseau électrique. Ce n'est pas ce que consomme le smartphone en tant que tel. Le smartphone, il consomme sur les data centers et sur le réseau, en fait. Hein. La fabrication du numérique, qu'on peut estimer à 20% du total, et ça varie beaucoup. Sur le smartphone, c'est 90%. Sur la télévision, c'est plutôt 15%. Il omet aussi les nouveaux usages, ceux justement qui vont être très voraces, notamment le jeu en ligne. Aujourd'hui, le jeu en ligne, c'est 4% du trafic Internet mondial. Cisco lui-même dit que ça peut être un gros problème. L'objectif annoncé de Microsoft, c'est de réussir à faire jouer 7 milliards de personnes sur le cloud. Bon, ce n'est pas du tout compatible avec un Internet soutenable. Mais voilà, c'est ce qu'on entend dans les déclarations. Et puis, on oublie aussi toujours que, je ne veux pas être trop long, mais enfin, que quand on dit que le numérique n'a pas augmenté, on constate aussi que la consommation électrique française n'a pas augmenté et on dit tout va bien. Oui, sauf que dans les années 2000, il y a eu beaucoup d'efforts d'efficacité énergétique sur les frigos, les machines à laver et toutes ces choses-là, et que le numérique, en arrivant, a annulé tous ces gains en efficacité. Donc, voilà, c'est une consommation qui s'est quand même ajoutée. Donc, on peut se dire, ah bah ça va, jusqu'ici, elle ne s'est pas trop ajoutée. Bah, mais oui, mais elle s'est ajoutée. Donc, si l'objectif, c'était de la réduire dans une logique de facteur 4, c'est raté. Donc, j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi les gens n'admettent pas ce fait-là et se disent, non, le numérique, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est les autres. Bah si, le numérique, c'est bien embêtant et d'autant plus qu'on devient dépendant du numérique. Alors, il n'y a pas que l'énergie, il y a aussi la matière. Donc ici, vous avez sur une slide Eco-Info, un groupe du CNRS dont je fais partie par ailleurs, groupe d'ingénieurs plutôt, dans lequel ils ont listé un peu tout ce qu'il y a dans un téléphone. Bon, évidemment, il y a beaucoup de choses, ce qui rend l'appareil difficile à recycler. Mais donc, vous l'avez ici sur un autre rapport. Rapidement, hein, le germanium, c'est très important pour l'optique, les fibres optiques. L'indium, c'est ce qui fait qu'on peut voir de la couleur sur nos écrans. Bon, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont nécessaires pour faire fonctionner le numérique, et notamment des terres rares dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Les terres rares ne sont pas rares, contrairement à contrairement à ce que le nom indique. Elles sont juste peu abondantes. Elles sont peu denses. Il n'y a pas de gisement abondant de terres rares comme il y en a eu de cuivre, comme il y en a encore un peu d'ailleurs de cuivre ou d'or. Ça n'existe pas un gisement abondant de terres rares. Les terres rares sont en général des sous-produits du cuivre donc il n'y a pas d'exploitation en tant que telle des terres rares. Donc, si la demande en terres rares devenait très importante,
soit il faudrait aller la chercher, c'est un petit peu ce que fait la Chine, dans des endroits où elles sont très peu abondantes et donc il faut retourner énormément de terre pour trouver un tout petit peu de métaux, soit accélérer l'extraction d'autres métaux, comme le cuivre, qui contient pas mal de terres rares. Donc les gens sont un peu intéressés à ça quand même, hein, la Commission européenne, à partir de 2010-2012. Vous voyez dans le tableau, on commence à parler de matière critique. Une matière première est critique à partir du moment où elle est d'importance économique grande, c'est ce qu'on voit en bas, et le risque sur l'approvisionnement est élevé. Et vous voyez que beaucoup en fait, de ces terres rares sont dans la zone rouge et une zone critique. En 2010, la Chine, qui entretient toujours des rapports un peu tendus avec certains de ses voisins, notamment le Japon, la Chine a décidé que les Japonais n'auraient plus de terres rares. Ils ont mis l'industrie des semi-conducteurs au chômage du jour au lendemain. Bon, ça n'a pas duré très très longtemps, mais voilà, quand ça marche plus, ça marche plus, hein. Et là, je pense que la situation du Covid montre un petit peu ça. On avait du mal à se demander c'est quoi une économie à l'arrêt. Ben, c'est ça, une économie à l'arrêt. Et quand il n'y a plus de matières premières, il n'y a plus d'informatique qui fonctionne, juste ça ne fonctionne plus. C'est juste ça. Et ça fait évidemment une grande différence dans le quotidien. Voilà aussi, ici, le recyclage de ces matières sont très peu recyclées, comme on pouvait s'en douter, hein. Le gallium, le germanium, l'indium. J'ai entouré le germanium parce que c'est important pour les fibres optiques et pour la couleur des écrans. Et vous voyez qu'ils ne sont pas recyclés, hein, pratiquement, donc ils sont extraits et jetés. C'est une économie qui est très ouverte. Alors, tout ce qui est énergie, matière dans le numérique contraste très fortement avec l'aspect high-tech. C'est low-tech, c'est sale, c'est pas recyclé, c'est pas du tout développement durable, quoi. On pourrait se dire, bon, mais c'est pas grave, le germanium, on n'a qu'à mettre autre chose, on n'a qu'à mettre de l'aluminium. Bah oui, sauf qu'évidemment, ça ne marche pas, hein. Vous voyez ici la couleur, enfin, ici, plus la couleur est foncée, hein, plus ça tire vers le rouge, et moins c'est bleu, plus c'est rouge, et moins l'élément est substituable. Donc, j'ai entouré l'indium et le germanium. Vous voyez que c'est partiellement substituable, mais on n'est pas du tout en bleu, c'est pas substituable. En fait, il y a une raison économique qui est très simple, c'est que si c'était substituable, bah, ça serait substitué déjà, hein. Et si ce n'est pas substituable, c'est qu'il y a une bonne raison. Si ce n'est pas substitué, je veux dire, c'est qu'il y a une bonne raison. L'aluminium et pas l'aluminium, c'est qu'il y a une bonne raison. Là, en l'occurrence, c'est que l'aluminium, ça ne fait pas des fibres optiques. Et parfois, on peut substituer quand même, mais c'est plus cher. Et ça peut être aussi plus difficile à extraire. Il y a un coût, ce n'est pas gratuit la substitution, hein. Alors, se rappeler aussi que la matière, l'extraction des métaux à l'échelle mondiale, c'est déjà 10% de l'énergie mondiale consommée, hein. Là, c'est le cuivre, ce qui est quand même, les deux courbes sont relatives au cuivre, quand même relativement facile, enfin abondant. Donc, c'est un cas plutôt, disons, facile, enfin, non inquiétant. Et pourtant, regardez, sur un cas non inquiétant, vous pouvez voir à gauche la concentration du minerai en cuivre. Or, en anglais, c'est le minerai. Donc, or grade, c'est le taux de cuivre dans le minerai de cuivre. Et vous pouvez regarder que la consommation d'énergie en verticale, elle augmente énormément, en fait, à partir du moment où il n'y a plus beaucoup de cuivre dans le minerai de cuivre. Et ce n'est pas linéaire, hein, parce qu'on pourrait se dire, évidemment, moins il y a de cuivre dans le minerai de cuivre, il est bien évident que ça va consommer plus d'énergie. Oui, mais l'important, c'est que c'est non linéaire. Et la ligne rouge que j'ai ajoutée moi-même, indique là où on en est, hein. Donc, les gisements de cuivre à 3%, il en existait avant, mais il n'y en a plus. Les entreprises de mines ne sont pas idiotes. Elles vont au plus facile. Le plus facile, c'est 3%. Quand il y a plus de 3%, elles cherchent du 2,5. Quand il y a plus de 2,5, elles cherchent du 2. Quand elles cherchent et ainsi de suite. Et aujourd'hui, on est entre 0,5 et 0,8, quoi, en gros, hein. Donc, on n'est pas très loin d'une accélération très forte des coûts d'énergie pour extraire le cuivre. Et vous voyez que ce que je suis en train de vous dire contraste énormément avec la photo qui était indiquée plus haut, qui est de dire que tout l'argent va dans le numérique, hein, parce que tout l'argent va dans le numérique, oui, mais le numérique a besoin de matière qui lui-même a besoin d'énergie. Or, l'argent ne va pas dans l'énergie et ne va pas dans l'extraction non plus. Donc, il y a un moment où ça ne va plus passer. Il faut bien se rendre compte de ça.
Pour l'instant, ça peut encore, mais ça ne durera pas. À droite, vous avez aussi une information qui est importante, qui est la répartition des gisements de cuivre dans le cuivre qui existe. Et évidemment, ce qu'on peut retenir, c'est que le cuivre, d'abord, il n'est pas en Europe, hein. Vous voyez que le Chili est très bien placé, vous voyez que l'Australie un petit peu, et puis bon, le cuivre, c'est assez réparti dans le monde entier, hein. Mais ce n'est pas tellement en Europe. Or, le cuivre est un élément alors, peu remplaçable, hein, si on peut remplacer pour beaucoup plus cher. Et le cuivre, alors, heureusement, en Europe, est assez bien recyclé. Ça fait partie des métaux qui sont quand même assez recyclés, mais pas assez pour couvrir la demande croissante liée à la consommation croissante de numérique. Grâce au recyclage, on couvre la si et seulement si on ne consomme pas plus. Il faut qu'on recycle autant que ce qu'on consomme. Aujourd'hui, on consomme beaucoup plus que ce qu'on recycle. Donc, il faut prendre du cuivre neuf. Le pire, c'est les États-Unis qui recyclent assez peu le cuivre. Le cuivre part dans les pays en développement et du coup, ils achètent du cuivre neuf en grande quantité. Alors, les repères principaux sur ce que fait la réglementation là-dedans, très rapidement, c'est d'une part essayer de généraliser la directive EUP ou Ecodesign aussi au niveau européen et d'essayer de généraliser les meilleures techniques disponibles. Hein, très vite, pourquoi vous avez des chargeurs de téléphone qui sont froids? Hein, vous chargez votre téléphone, vous mettez la main sur votre chargeur, c'est froid. Pourquoi c'est froid? À cause de cette directive Ecodesign qui a poussé à généraliser les meilleures techniques de chargeurs, celles qui consommaient le moins d'énergie pour le plus d'énergie dans le téléphone, qui passait dans le téléphone, quoi, hein, le meilleur rendement. Il y a des centaines d'exemples de ce type-là dont personne ne se rend compte, mais Ecodesign a fait beaucoup pour ça. Alors pourquoi alors, un autre exemple très vite, hein, devant moi, j'ai l'ordinateur professionnel qui est un Dell. C'est un ordinateur de couleur noire moche. Alors pourquoi est-ce qu'il est noir et moche? Parce que Dell met 30% de plastique recyclé dans ses ordinateurs et que le plastique recyclé, pour faire du plastique blanc, par exemple, il faudrait séparer le plastique blanc de tous les autres plastiques, ce qui n'est pas vraiment possible. Donc, à la fin, il vaut mieux faire tout noir, c'est plus simple. Et d'où la couleur noire des ordinateurs Dell. C'est de là que ça vient. Alors, les industries qui, au début, étaient plutôt opposées à la directive Ecodesign, maintenant la soutiennent assez fortement. Mais vous allez voir, principalement, efficacité énergétique et recyclage matière. Sur le reste, c'est plus compliqué. Alors, ce qui a permis aussi les gains en efficacité énergétique, c'est le nomadisme. On comprend bien qu'un téléphone portable qu'il faut recharger toutes les heures, il n'est plus très portable, hein. Un ordinateur qu'il faut brancher sans cesse, mais il n'est plus très portable. Donc, pour arriver à faire des appareils portables, il a fallu faire des gains en efficacité énergétique absolument énormes. Et on voit bien, si on reprend toute l'histoire du numérique des années 90 jusqu'à aujourd'hui, que les constructeurs se sont véritablement ont investi énormément pour arriver à rendre l'appareil portable, parce que aussi la portabilité de l'appareil est le gage de son omniprésence. Et comment on fait pour être tout le temps dans le numérique si le numérique c'était ce que c'était dans les années 90, c'est-à-dire principalement un téléphone portable qui ne fait que téléphoner et voir des SMS avec le clavier, on tape une touche sur trois, là, ou alors un ordinateur fixe très lourd qui reste à la maison un peu comme la télévision. Le numérique n'aurait pas pu se généraliser avec ça. Donc, il était bien nécessaire d'arriver à rendre les écrans omniprésents et portables c'était pas aussi conscient, mais on voit dans les rapports des entreprises, on voit dans le rapport du CREDOC, on voit même dans les observateurs, j'ai en tête des exemples vraiment frappants, hein, un observateur très averti qui regarde le consumer, le Consumer Electronic Show, c'est-à-dire le salon mondial de l'électronique de consommation à Las Vegas en 2007. 2007, c'est l'année de sortie de l'iPhone. En 2007, il donne la description de l'iPhone. Il dit qu'est-ce que serait un appareil idéal? Un appareil idéal, ça serait un qui se connecte partout et qui permet de faire transiter la vidéo. Il le formule comme ça. Et cet observateur ne fait pas le lien avec l'iPhone qui est au même moment présenté sur le même salon. Il fait pas le lien. Donc, il faut bien regarder, en fait,
comment émergent les technologies. Et l'idée était déjà largement présente, et même quand l'iPhone est arrivé, on n'a pas fait le lien complètement. C'est vrai que l'iPhone n'avait pas toutes les mêmes fonctionnalités au début, hein. Il n'avait pas de caméra, il n'avait pas de… Bon, c'était vu comme un terminal pour avoir accès à des applications. En fait, on voyait au travers de l'iPhone, on voyait plutôt l'accès aux applications plutôt que l'image. Mais voilà, donc faut regarder de manière un peu fine comment tout ça a évolué pour comprendre qu'à la fois c'était attendu un peu partout et en même temps qu'il n'y avait pas d'appareil vraiment qui répondait à la demande. Alors après, je vais vite, hein, mais dans gagner efficacité énergétique, il y a aussi que plus on fait des puces économiques sur le plan de la chaleur, parce que quand une puce chauffe, ben, il faut évacuer la chaleur et c'est embêtant, c'est compliqué. Plus on fait une gravure fine des puces pour en mettre plus sur un ordinateur, plus ça économise de l'énergie. Bon, il y a plein de facteurs de réduction de la consommation d'énergie qui ont joué. Donc, je dirais, ça, c'était la bonne période qui bientôt prendra fin. Ensuite, sur la matière, il y a aussi des directives, notamment la directive D3E, déchets d'équipements électriques et électroniques. Bon, là aussi, je vais un petit peu vite. Disons que dans un pays comme la France, il y a 40% des déchets dont on ne sait pas où ça va. Et pourtant, la France, ce n'est pas le Rwanda. La part de recyclage, disons, enfin, je ne sais plus si je l'ai mis dans le diaporama, mais se concentre sur le recyclage matière principalement. Donc, on n'est pas sur faire durer les produits, on n'est pas sur réutiliser les produits, on n'est pas sur réparer les produits, hein, très clairement. Hein. Donc ça, c'était tout ce qui est pourquoi le numérique ne consomme pas tant que ça finalement. Et l'autre argument, c'est de dire bah, le numérique, c'est bon pour la planète. Voilà le rapport qui a circulé partout, de 2008 jusqu'à pratiquement aujourd'hui. Et donc, c'était pas ce qu'on disait nous qui circulait, c'était ce que disait lui. Et lui, ce qu'il disait, bah, c'était beaucoup plus séduisant, forcément. Hein. C'était de dire, voilà l'évolution de la consommation d'énergie d'ici 2020, 2008 à 2020. Vous voyez la deuxième barre horizontale. Donc, on est à 52 millions de tonnes, milliards de tonnes équivalent CO2. Et le numérique là-dedans, en 2020, représentera seulement 1,4. Mais grâce au numérique, on va pouvoir réduire 5 fois, l'équivalent de 5 fois l'empreinte écologique du numérique. On va pouvoir la réduire dans les autres secteurs. Donc, il y a toute une liste d'applications, de la vidéoconférence au e-commerce, au e-paper, au e-ceci, au e-cela. Nous, dans notre étude qu'on retrouve ici dans ce bouquin-là, sous une forme allégée, on disait qu'il n'y a rien qui marchait et que tout ça a été était fondé sur des scénarios d'usage fantaisistes. Et de fait, nous sommes en 2020, personne n'a remarqué que les émissions de gaz à effet de serre avaient réduit, bien au contraire. Donc 30 ans de numérisation, 30 ans de croissance des émissions, et avec toujours voilà, l'idée aussi qui peut être un peu trompeur, que quand on regarde la contribution aux émissions de gaz à effet de serre sur la période 1750-2017, hein, parce que les gaz à effet de serre restent entre 100 et 150 ans dans l'atmosphère pour le CO2, et plus pour certains gaz, moins pour d'autres gaz, mais voilà, pour le CO2, c'est 150 sphères, donc il ne faut pas prendre les émissions de l'année. Vous voyez que la Chine, elle est encore loin d'avoir rattrapé son rapport sur les États-Unis et l'Europe. Hein. Alors on peut dire, ouais, mais bon, ça c'est une présentation, il y en a d'autres et tout. Oui, sauf que c'est celle que la Chine regarde. Hein. Et voilà. Donc on peut se leurrer nous-mêmes en Europe en disant, ouais, mais bon, quand même, c'est la responsabilité. Pourquoi pas parler de la responsabilité de l'Europe dans l'esclavage, et il faut arrêter de se battre, hein, comme certains disent ça, hein, de se flageller. Bah oui, sauf que la Chine, elle regarde ça, et la Chine, comme vous avez remarqué, c'est pas le premier venu. Donc, on est toujours assez mal placé. L'Europe a pu délocaliser ses émissions. Alors, dans le rapport Smart 2020, il y avait un petit paragraphe qu'on avait mis en avant à l'époque, hein, qui était dans lequel ils étaient assez honnêtes finalement. Ils disaient que toutes ces promesses, toutes ces promesses de réduction, elles ne seraient pas atteintes s'il se produisait l'effet rebond.
Hein, vous voyez la phrase ici. Oui, alors très bien. Et comment on fait pour arrêter l'effet rebond? Ben, pour eux, c'était un prix global du carbone ou un emission caps, hein, donc c'est-à-dire un prix global du carbone atteint par un moyen qui est le emission caps, c'est des plafonds d'émissions et sous-entendu des plafonds d'émissions négociables, donc le marché européen de carbone par exemple, ou la taxe carbone. Bon, alors ce qu'on remarque quand même, c'est que aucun pays, hein, et je dis bien aucun, n'a amorcé de transition écologique ou numérique ou climatique ou rien qu'avec une taxe carbone. Hein. Le cas des Gilets jaunes et avant eux des bonnets rouges montre que c'est une vision extrêmement réductrice de la société qui a à peu près aucune chance de fonctionner. Et ça ne marche pas depuis 25 ans. Ça n'empêche pas les économistes de continuer à nous dire que c'est la solution. Depuis 25 ans, hein, j'insiste. Donc, il y a quelque part, ça doit arranger tout le monde que ça ne marche pas parce que ça ne marche pas, ça continue de ne pas marcher. Et voilà, c'est quand même la solution qui est mise en avant. Donc, l'effet rebond, évidemment, s'est produit. Et pourquoi l'effet rebond s'est produit? Principalement pour une raison extrêmement simple, qui est que le numérique, ça permet d'économiser du temps et de l'argent, et que le temps et l'argent est réinvesti de différentes manières dans le consommer plus. Voilà. Donc, exemple, le rapport General Electric 2018, vous voyez, The Digital Energy Transformation, vous voyez l'image là, hein, eh bien, c'est exactement ce que dit General Electric. General Electric se dit, les smart grids et tout ça, c'est super, c'est génial, ça permet de réduire les émissions de CO2, mais General Electric ne nous dit pas de tout l'argent qu'il va économiser grâce aux smart grids. Il nous dit strictement rien. Or, c'est le facteur important. Et on pourrait multiplier les exemples. En quoi les gains économiques réalisés en même temps que les gains écologiques, vers quoi vont-ils être dans quoi vont-ils être dépensés? Il faut regarder ailleurs, dans d'autres rapports, pour comprendre que finalement, il s'agit de produire plus et consommer plus comme d'habitude. Donc, ce qui est en réalité de l'efficacité énergétique est aussi de l'efficacité économique. Et l'efficacité économique, c'est le business as usual depuis Adam Smith, 1776. Voilà, donc il n'y a pas de paradoxe. Hein. Le paradoxe de Jevons n'en est pas un, tout simplement. C'est le processus usuel de l'économie. Depuis Adam Smith, on essaye d'économiser un petit peu du temps et de l'énergie pour pouvoir investir ailleurs, du temps de travail et de l'énergie pour pouvoir les investir ailleurs. Alors, dernier exemple là-dessus, hein, le dernier rapport de l'OCDE sur le transport à l'échelle mondiale, rapport 2019. Vous voyez dans le graphique là en bas à droite, donc le niveau de 2015 des passagers urbains, pas urbains, fret international, fret de surface terrestre. Hein, vous voyez très bien les chiffres de 2015. Projection business as usual ou avec les politiques climat actuelles, projection 2030-2050, vous voyez que ça augmente beaucoup. Et puis, eux, ils proposent un autre scénario, 2030-2050, qui est High Ambition à côté. Et la différence, c'est pas le numérique. Hein. Ils le disent très clairement. Ils disent très clairement que le numérique est un moyen du premier secteur, du premier scénario. C'est-à-dire que c'est un moyen pour augmenter les émissions de gaz à effet de serre, mais ça peut être aussi un moyen pour réduire les gaz à effet de serre. Alors, vu comme ça, on pourrait se dire, ah ouais, le numérique, il est simplement ambivalent. Tout dépend au service de quoi on le met. Oui, mais ce n'est pas le même numérique. Hein. Je vous donne un petit exemple. Si on se dit que aujourd'hui, la vidéo a le droit de passer par le téléphone portable et un peu partout, puis que tout le monde a le droit de regarder la 8K ou la 4K, donc la télévision en haute définition, en fait, très rapidement, il n'y aura plus de basse définition. Hein. Il n'y aura plus que de la 4K ou de la 8K, puis finalement, il n'y aura plus que de la 8K. Un film en 8K, c'est 150 gigas, pour donner une petite idée. Hein. Au bas mot, 150 gigas. Un film, comme on les téléchargeait de manière illégale, sans rien dire au début des années 2000, c'était 700 mégas. Voilà. Et avec ça, on a une définition qui est tout à fait bonne. Et donc, le numérique, qui fait augmenter les émissions, il élimine le numérique qui fait réduire les émissions. C'est une autre infrastructure. Hein.
Donc, ce n'est pas simplement le numérique, on le met au service de ou de. Non, c'est qu'un même principe qui est d'utiliser des 0 et des 1 peut donner lieu à des infrastructures qui sont complètement différentes et dans lesquelles les objets et les terminaux seront eux aussi différents. Hein. Donc, ce n'est pas un simple moyen, c'est une organisation de l'espace et du temps qui est distincte. Donc, si on va sur le scénario Current Ambition, on n'aura pas du tout le même numérique que celui qui est High Ambition. Donc, autrement dit, on inscrit le numérique d'une certaine manière et pas d'une autre. Alors, pour mémoire, hein, ce que serait un monde à 4 ou 5 degrés, une carte du Washington Post tirée d'un article de New Scientist. Voilà. J'ai passé cette conclusion-là. J'ai passé cette conclusion-là devant un parterre d'entreprise il y a relativement peu de temps, hein, en disant que voilà, le numérique contribue au réchauffement de la planète, lequel réchauffement de la planète contribue à détériorer les capacités du monde à se nourrir. Donc, conclusion, le numérique menace la capacité du monde à se nourrir, que peut-être qu'on sera très bien informé sur les famines. On pourra monitorer en temps réel les calories ingérées par chaque personne en train de mourir de faim dans le monde. Ça sera super, très intéressant, mais c'est pas du tout. Enfin, c'est absurde, quoi. Hein. Absurde, c'est le mot qui convient. Alors, personne ne m'a contredit dernièrement et devant le parterre d'entreprise parce qu'effectivement, la tonalité a un peu changé. Alors, du côté des géants de la tech, ils ne sont pas complètement idiots, hein, puisque quand Elon Musk dit qu'il faut peut-être coloniser la planète Mars avant qu'il y ait un conflit majeur, ben, il est peut-être pas. Ça montre qu'il se soucie quand même de la réalité du monde. Bon, après, aller sur Mars, ça paraît tellement farfelu que, bon, c'est évidemment pas une solution, mais on voit quand même que ces questions agitent le monde de la tech, mais bon, ils ont tout un tas de solutions un peu, on pourra en reparler après. Quelques éléments aussi de compréhension. Le smartphone, c'est pas, ou le téléphone, c'est pas forcément non plus une consommation en plus pour tout le monde. Quand on regarde pourquoi le smartphone s'est développé aussi vite, c'est parce qu'il permettait aussi de réduire les frais pour les bas revenus. Hein, dans le cas du smartphone, les précurseurs, donc ceux qui ont adopté le plus vite l'appareil, c'est les CSP++, hein, toujours eux, qui sont toujours aux premières lignes pour adopter les derniers gadgets de la technologie, mais aussi les pauvres, parce que le téléphone permettait notamment assez vite de se passer d'un ordinateur, lequel est plus cher. Et de la même manière que le téléphone mobile dans les années 90, a été très vite, aussi vite adopté par les cadres sup que par les pauvres, parce que les pauvres, ce téléphone permettait d'économiser une ligne fixe. Les pauvres, c'est le seul cas dans lequel le téléphone mobile a remplacé les lignes fixes. Chez les autres, le téléphone mobile s'est ajouté aux lignes fixes. Alors, je dis ça aussi parce que toute politique qui essaierait de faire un numérique sobre ne pourrait pas passer à côté de ce genre d'enjeu. On voit souvent mise en avant des moyennes, lesquelles moyennes se heurtent aux gilets jaunes. Hein. Si on prend le consommateur moyen qui, faisant un trajet moyen face à une augmentation moyenne du coût du carbone, réduirait de manière moyenne ses émissions de gaz à effet de serre, c'est une construction de l'esprit qui n'a aucune réalité. Et donc, quand on essaye de la mettre en œuvre, ben, ça ne marche pas. Donc, ce n'est pas une bonne analyse. Alors, toujours du point de vue des enjeux sociaux, on revient sur ce que j'ai commencé déjà à dire. Hein. L'argent part dans le numérique, mais on peut se demander si c'est vraiment le bon endroit. Le fait que le numérique vende des réseaux aussi, conduit à dire que c'est une économie qui est très particulière. Hein. Une fois qu'on est dans le réseau numérique, il est difficile d'en sortir. En fait, alors ça jette aussi un regard un peu différent sur les communs. C'est une critique que j'ai depuis longtemps sur les communs, qui est de dire oui, mais comment on rentre, comment on sort. Le numérique essaye, enfin Apple c'est un peu la caricature, mais les autres c'est pareil. Apple essaye d'augmenter les barrières en fait. Hein. Une fois qu'on est dans le monde numérique, tout est gratuit, tout est facile. C'est voilà, c'est la corne d'abondance. Et dès qu'on veut sortir de Apple, c'est compliqué. Les autres essayent de faire la même chose. Microsoft, idem. Google, idem. C'est à celui qui sera le plus sympathique pour rentrer dans son réseau
Et une fois qu'on est dedans, ils font tout ce qu'il faut pour nous empêcher pour décourager, disons, la sortie. Oui. Il y a toute une politique aussi, enfin une absence plutôt de politique numérique en Europe qui est assez inquiétante. Le fait de passer tout ce qu'on fait, ou en grande partie de ce qu'on fait, et c'est le cas aujourd'hui avec Zoom, que ça passe tout par les serveurs américains, moi, ça me paraît quand même assez inquiétant. Et le rapport de la CNUSED le souligne en disant voilà, comment les États-Unis aujourd'hui captent des milliards et des milliards. C'est comme ça. Voilà. C'est en étendant des réseaux que des gens utilisent en se disant tiens, c'est rien. Non, c'est pas rien. Ça permet notamment de faire du tracking de manière bien plus efficace que l'appli Covid, de faire du tracking sur les habitudes des gens, de leur proposer des biens et des services américains qui savent très bien cibler les précurseurs, qui savent très bien étendre leur réseau. Hein. Chacun se dit, ah bah ouais, c'est sympa, c'est pratique. Et puis à la fin, en France, on a 42 millions de comptes Google. Je ne comprends même pas comment on peut rester sur des comptes Google. Google voit tout, fait ce qu'il veut des données personnelles. Enfin, c'est assez hallucinant. Alors, que faire? Et j'ai dit la même chose devant le partenaire d'industrie l'autre jour à Mines Télécom. Il ne faut pas faire la 5G. Alors, la représentante de Airbus Défense, ça lui a fait un choc quand même, mais elle a bien vu quand même qu'il y avait un problème. Aller plutôt vers la low-tech, hein, limiter la numérisation, limiter ou plafonner l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle mouline des quantités énormes de données, il faut mettre des quotas. Comme des quotas sur un avion ou une consommation d'énergie. Voilà. Elle doit, dans beaucoup de cas, en fait, l'IA, c'est pas intéressant. Hein. Dans énormément de cas, c'est des applications marketing gadgets. C'est ce qui se développe le plus. Tout ça pour vendre plus de choses aux gens. Enfin, voilà, c'est le genre de choses qui ne devraient pas exister. Sur l'éco-conception aussi, la directive éco-design, il y a beaucoup de choses à améliorer. J'ai passé beaucoup de temps, hein, j'ai été auditionné parce que la France va sortir sa feuille de route sur la sobriété numérique normalement en mai, mais là c'est mal parti avec les affaires de virus. Mais bon, j'ai été auditionné plus de 5 heures par le Conseil national du numérique qui fait cette feuille de route. Et donc, je leur disais, il faut mettre les associations dans les éco-organismes. Pour l'instant, c'est les entreprises. Donc, il y a un conflit d'intérêts évident pour pousser vers des appareils qui durent plus longtemps, un meilleur recyclage, etc. Puis surtout que les gens aient conscience de tout ça, ce qui aujourd'hui n'est pas vraiment le cas. Donc, réorienter les investissements aussi. Cesser aussi de ventriloquer les besoins. Ce qui est frappant quand on regarde les discours sur le consommateur, notamment des entreprises, du Crédoc, de l'État, c'est qu'en fait, les consommateurs, on s'en fout un peu. Hein, on a l'impression que c'est le service marketing qui se renseigne sur les consommateurs, mais uniquement dans le but de vendre des nouveaux produits, qui donne ses études au service production pour savoir comment fabriquer les produits dont on a bien pensé qu'on allait les vendre. Hein, et les rapports du Crédoc de 2000 j'ai tout regardé de 2000 à 2020, 2019, essaye de voir quels sont les obstacles à l'adoption des produits par les consommateurs et réussit, puisqu'il identifie bien les difficultés. Derrière, soit l'État, soit les entreprises mettent en place ce qu'il faut pour que tout le monde adopte, et à la fin, tout le monde a adopté tout en croyant benoîtement avoir choisi librement son appareil. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, il y a une espèce d'escroquerie géante à ce niveau-là. Le Crédoc a une capacité à anticiper les usages avec des phrases du type les Français aujourd'hui ne consomment pas beaucoup de numérique, ça doit être le rapport de 2007, ne consomment pas beaucoup de ceci ou cela, mais ils y viendront comme tous les autres. Et effectivement, les Français y sont venus comme tous les autres. Donc, on ne voit pas très bien où a été le choix, en réalité, dans cette affaire-là. Donc, je fais un diagnostic qui est un peu différent de celui de Pierre Vels, hein, pour un peu conclure. Je ne sais pas si je vais faire la fin. La fin, vous regarderez un peu, peut-être, j'ai parlé déjà trop de temps. Avec Pierre Vels, bon, j'ai un accord qui est qu'il n'y a pas de désindustrialisation. Les services, c'est une vue de l'esprit. Le numérique, comme les services, c'est une industrie et l'industrie est un service. Donc, tout ça, ces distinctions sont globalement artificielles. Donc, il n'y a pas du tout de désindustrialisation, il y a plutôt une hyper-industrialisation. Donc, ça, c'est plus vrai. Après, les désaccords sont assez nombreux
parce que Pierre Vels ne s'intéresse pas à l'écologie, hein, globalement. Il parle de l'économie de fonctionnalité qui n'a pas grand intérêt en réalité. Ça fait 20 ans qu'on nous parle de Michelin et de Xerox. Bon, ça commence à être fatigant. L'économie de fonctionnalité est un problème de définition avant d'être une solution. Le lien, donc Pierre Vels potentiel, donc on entend ce discours-là depuis 20 ans, et puis le gros potentiel, il ne se réalise évidemment pas, là aussi parce que c'est mal analysé. Il parle aussi d'un lien écologie-commerce qui est mal documenté. Peut-être que lui n'a pas lu les rapports, mais c'est bien documenté. Il confond toujours valeur et richesse, ce qui est quand même un grand problème. Valeur économique et richesse, qui est richesse en valeur d'usage, ce qui est quand même un grand problème. Alors j'ai mis critique de Vernon, mais comme je ne l'ai pas sous les yeux, on va laisser tomber. Sur les atouts exceptionnels de la France aussi, il y a beaucoup de wishful thinking. Et puis, il évoque une régionalisation des flux de valeur à l'échelle mondiale. Moi, je dirais plutôt qu'il y a 3 trajectoires en débat. L'une, dans le contexte de la transition écologique, qui voit une solution par la technologie, et c'est celle qui domine dans les discours des élites. Une autre qui dit qu'il faut réorganiser les circuits de production et de consommation, donc les réseaux, en fait, réorganiser les réseaux. C'est une voie minoritaire, mais qui est majoritaire dans les gens qui s'intéressent à la transition écologique, mais qui eux-mêmes sont minoritaires. Et le discours de l'effondrement qui dit que on essaye de faire, mais de toute façon, ce n'est pas la bonne vitesse, ce n'est pas la bonne échelle, etc. Et que la réalité se rappellera à nous bien avant. Voilà, bon, je ne vais pas tout faire parce que j'ai été trop long déjà par rapport à ce qui était convenu, mais vous pourrez regarder la suite et ça donnera un peu quelques idées.